Hellboy pour les nouveaux achats, cette fois-ci de mars 2019. Donc, achat peu copieux en comics, vous allez le voir, hein, il n'y a que 3 comics en tout à présenter, en plus beaucoup et de la presse. Là aussi, pas beaucoup d'achats divers, vous allez le voir, puisque bon, bah, c'est un mois où j'ai gagné très peu ce mois-ci. Enfin, je sais même pas combien j'ai gagné en vrai, j'ai pas reçu encore ma paye. Donc voilà, c'est un petit peu le flip pour l'instant, donc je ne vais pas tabler sur ce que je suis censé avoir, mais plutôt sur la vraie valeur que j'aurai ce mois-ci. Donc il n'y a pas grand-chose en plus, donc j'ai pu acheter enfin, je l'avais dit le mois dernier, le coffret de Jack Burton. Je n'ai pas profité pour acheter Millennium, peut-être que je pense que je vais l'acheter à saison 2, puisqu'elle est à 7 €, comme je l'avais dit, mais j'ai pu constater que chez moi, je crois que je l'avais. Il faudrait que j'y retourne pour être sûr à 100%. Enfin, donc j'avais dit aussi d'autres coffrets, comme je pensais les Deadpool 1 et 2, et là aussi, donc je pense que ça va attendre peut-être avril, où j'ai une petite prime qui arrive. C'est surtout en termes de manga que j'ai pas mal acheté. J'ai acheté 2 petits jeux sur Switch, j'en avais parlé la dernière fois, j'ai commencé à essayer, d'ailleurs je vous recommande vivement Frame Collection. C'est vraiment un bon petit jeu indé et qui a une bonne ambiance, un petit peu polar noir, et si vous aimez en plus les BD, c'est parfait parce qu'en fait vous vous amusez à changer l'ordre de la BD pour faire en sorte que le héros s'en sorte face justement à ses poursuivants. Donc c'est vraiment très complet, c'est un jeu de puzzle, j'ai envie de dire, mais avec une originalité folle et un bon graphisme bien travaillé et bien réussi. Alors, pour les comics, je les ai pas encore achetés, donc je vais vous les présenter vite fait, en fait, plein écran comme ça. Alors, vous avez le Justice League Rebirth tome 11, si je dis pas de bêtises, c'est de la presse et c'est un hors-série. Ça nous permet d'avoir la suite de l'histoire des Green Lantern ou des Teen Titans, je n'en souviens plus. Vous le verrez avec la couverture, normalement c'est soit l'un soit l'autre, hein. C'est souvent ça avec les hors-séries de Justice League Rebirth. Vous avez le Batman Rebirth Press tome 22 qui vous permet de voir la suite de Batman, Detective Comics, Justice League et Action Comics, et Flash aussi, j'ai oublié. Donc vous avez 5 séries pour 5,60 € et avec 1 ou 2 chapitres pour chacun. Ça fait quand même pas mal, donc profitez-en. C'est encore un des derniers comics en presse et donc il coûte vraiment pas cher et qui vous permet d'avoir beaucoup de séries à très peu de frais. Donc je vous le recommande toujours vivement et ça aidera de faire en sorte que la presse survive encore un petit peu. Même si, bon, c'est condamné à disparaître et donc d'acheter de la librairie. Et là, vous aurez que 7 chapitres pour 15 € ou 12 ou 15 € chez Urban. Je ne me souviens plus des prix chez Marvel, mais c'est à peu près le même tarif. Donc voilà, moi je vous recommande plutôt d'essayer de faire vivre encore la presse, même si, bon, bah maintenant il ne reste plus qu'un seul magazine, que ce soit chez Marvel ou chez DC. C'est la grande catastrophe. Et enfin, donc Justice League of America, tome 6. Donc c'était la suite qui avait débuté par Grant Morrison, mais là je crois que les auteurs ont changé entre-temps. Voilà, j'ai commencé la série, j'ai les 5 premiers tomes, donc autant aller jusqu'au bout, surtout que j'aime beaucoup l'ambiance années 90, début 2000 dans les comics. C'est un petit peu l'âge qui m'a fait aimer et connaître les comics, donc voilà, je me sens beaucoup plus proche dans le style. En plus, on a eu des très bonnes histoires, et Justice League of America reste quand même une excellente histoire, surtout les 2 premiers tomes avec Grant Morrison. J'ai bien aimé le tome 0, pas de Grant Morrison, et avec en plus des Green Lantern, Martian Manhunter, des personnes moins connues que Superman, Wonder Woman et tout ça. Ce qui fait que c'était vachement plaisant, et il y a toujours ces histoires de conflits. Là où Grant Morrison, lui, c'était carrément des histoires over the top, complètement loufoques. Là aussi, donc ce sont des thèmes et des styles totalement différents. C'est ça qui fait que Justice League of America est une bonne lecture, même après 6 tomes. Car justement, donc le style change tout le temps et il y a toujours du bon comme du mauvais, mais surtout du bon. On va parler aussi cette fois-ci de bouquins. Et oui, parce que donc je suis allé voir L'Odieux Connard en dédicace à la librairie Livre Ouverte. Je serai aussi au Salon du Livre sur Paris, je vais essayer de le voir et tout ça. Et j'ai pu acheter un de ces livres, je vous le présente tout de suite.
Alors j'en ai profité pour me faire dédicacer le tome 2 de l'Odieux Connard, puisque justement je l'avais et j'ai jamais réussi à l'avoir pour me faire dédicacer le tome 2. J'ai aussi le tome 1, bien entendu, que j'avais lui par contre réussi à faire dédicacer. Mais c'est le petit théâtre des opérations, donc ce sont plusieurs petites anecdotes réelles, attention, ce ne sont pas des anecdotes inventées, mais des petites anecdotes de l'histoire de la guerre, avec des histoires qui sont passées plus ou moins inaperçues, et lui qui trouve ça injuste, parce qu'elles sont forcément souvent très très drôles, et ironiques sur l'histoire, mais en même temps très intéressantes à raconter. Et raconte un petit peu, donc justement, ces personnages qui sont sortis du lot, et qui ont même fait avancer des fois parfois les choses, mais qui sont été méconnus parce que leur histoire est tellement loufoque que, voilà, je pense qu'on en a un petit peu honte. Et, ou même c'est des histoires de biographie, tout ça qu'il a lu quelque part, et que donc il ressort avec son humour, son mordant, son humour noir. D'ailleurs, si vous êtes anti-Social Justice Warrior et anti-Machis aussi, je vous le recommande vivement, ces lectures, parce que justement, c'est très marrant, et ça vaut le coup. Voilà, et bon, après, c'est un bouquin à 20 €, hein. Je préfère ces livres de poche qui sont à 7 €, mais... Oui, c'est mon côté juif. Voilà, donc achetez quand même, malgré le prix, ça le vaut largement. Battle Game in 5 Seconds, tome 3 et 4, voilà, j'ai enfin acheté la suite de ces deux mangas, puisque, bon, bah, j'en ai fait un ces mangas méconnus, c'est parce que j'ai véritablement adoré. On a de plus en plus, des chapitres, des dessins qui me font penser que le personnage a été complètement emprunté à Yuzuki Urameshi, et que le style, même dessin, même si c'est pas totalement pareil, mais voilà, je vais vous montrer juste un dessin, vous allez voir par vous-même, mais voilà, on dirait du Togashi. On est d'accord. Voilà, c'est fabuleux à quel point, en fait, voilà, ça nous fait rappeler du Togashi, mais avec une petite touche personnelle qui rend la chose assez unique dans son style, même si on ressent donc les références et le style Togashi. Donc c'est encore une fois donc une très très bonne lecture que je vous recommande vivement. Et d'acheter parce que ça reste du survival game, souvent en plus c'est souvent des titres assez pauvres scénaristiquement, en tout cas dans le fond, c'est juste de montrer du gore pour du gore, souvent, ou du sexe pour du sexe. Bah là, vous n'avez pas du gore pour du gore, ni du sexe pour du sexe. Pour l'instant, il n'y a rien du tout de choquant. Ça parle surtout, avant tout, de fond et de psychologie et de tactique, un petit peu à la JoJo's Bizarre Adventure, ou justement avec les stands, les naines de Hunter x Hunter, voilà. Alors, City Hunter Rebirth, si vous me lisez sous Twitter, vous avez pu constater que je viens d'en parler, parce que justement, il paraîtrait que l'auteur respecte énormément l'œuvre originale et véritablement ce style. Là, je suis en train de feuilleter, mais je suis vraiment en train de voir que oui, effectivement, on dirait un manga des années 90, on dirait le City Hunter qu'on a connu chez les éditions J'ai lu pour moi et vous avec Panini Comics, mais voilà, j'espère que aussi au niveau du scénario ça respecte énormément le style, ça m'a l'air en tout cas de le faire, c'est ça qui me fait plaisir, et il paraîtrait que Kaion a annoncé sur Twitter que c'est leur troisième plus grosse vente, un plus gros démarrage qu'ils n'ont jamais eu de toute leur vie dans leur maison d'édition. Donc c'est parti pour être un gros succès. En tout cas, ça a été sorti au bon moment, puisque le film de Lachaud semble lui aussi fonctionner. Et on attend vivement d'ailleurs le film animé japonais qui est censé arriver peut-être, je dis bien peut-être, parce que pour l'instant ce ne sont que des rumeurs, mais on parle d'une sortie au mois de juin au cinéma français. Donc voilà, au cinéma français, on va voir du Nick Larson animé. Je sais pas si vous remarquez, mais voilà, c'est la classe, moi j'ai envie de dire. Voilà, One Punch Man, tome 14. Alors, un manga qui m'a beaucoup plu, parce qu'il est très pessimiste, très choquant, parce qu'on voit justement un des personnages souffrir énormément dans cette œuvre et essayer de se faire détruire, et ça va le faire pourtant grandir. Donc c'est une très très belle histoire. On dit souvent que One Punch Man d'ailleurs c'est très répétitif, c'est ridicule parce que bon bah le personnage tue en un seul coup de poing le méchant, et donc voilà, c'est nul dans ce sens là. Bah non, parce que en plus d'avoir des très très beaux dessins ceux de Murata, il y a quand même un scénario réfléchi et intéressant, puisque justement ça apporte un certain fond, ça permet de relativiser sur, on va dire, l'orgueil
Je pense que le sujet principal de One Punch Man et qui explique son succès et en même temps sa raison d'être, malgré ces 14 volumes, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est juste un gag manga et ça devrait s'arrêter au bout de 5 tomes. Bah non, les 14 tomes suivants, et surtout ce tome-là, je trouve, permet de bien illustrer les propos que veut apporter l'auteur à travers justement son récit. L'orgueil est sûrement un des sujets les plus importants. Il montre à quel point justement l'orgueil est quelque chose qui nous aveugle et qui nous détruit et qui fait remettre en place souvent par Saitama et son côté un petit peu plus neutre et relâché par rapport à tout le reste de l'histoire. Donc franchement, si vous croyez encore une fois que One Punch Man c'est de la merde parce que c'est toujours la même structure, lisez ce tome 14 qui vous fera dire le contraire. Dragon Ball Yancha Gaiden, enfin c'est ça, ouais. Dragon Ball Yancha Extra, on l'appelle chez nous, c'est Gaiden au Japon. Je l'avais acheté au Japon, justement, la version japonaise, et donc maintenant je l'achète. Alors par contre, c'est très très cher, je trouve, pour une petite taille. C'est ça qui est un petit peu affolant. Bah, pour vous donner une idée, je vous prie patienter. Voilà, vous voyez, vous avez presque le double, question taille. Voilà. Donc on est d'accord, hein, ça se vend en supplément et tout ça, c'est pas mal, c'est très drôle, d'ailleurs c'est même plus respectueux je trouve que Dragon Ball Super, question histoire et tout ça, on passe vraiment sur l'idée que Yamcha, voilà, c'est le personnage principal puisqu'il a été, enfin, à la fin de Dragon Ball, s'est vu se retrouver dans le corps de Yamcha, et comme il connaît toute l'histoire par cœur, il va se permettre donc de changer l'histoire pour éviter de crever plusieurs fois comme une merde, et de faire en sorte que Yamcha soit le héros principal. Donc c'est à recommander là aussi, parce que c'est vraiment très très drôle et c'est très bien réussi, et il y a des bons petits moments relâche. En tout cas voilà, c'est une bonne petite lecture qui n'aura pas de suite, quoique ça a eu tellement de succès qu'il y a des chances que peut-être ils se remettent à se relancer, mais comme je vous l'ai dit, il y a des bons petits moments, et ça serait pas négligeable d'y voir une suite, puisque c'est assez bien réussi. Il y avait une fanfic, là cette fois-ci, qui n'est pas officielle, qui racontait justement quelle était l'histoire si c'était pas Sangoku qui était tombé, qui était allé sur Terre, mais Vegeta. Et là aussi, l'histoire est pas mal, en plus d'avoir des dessins très ressemblants au style de Akira Toriyama. Promise Neverland, tome 6, donc là aussi on est dans le futur classique du Shonen Jump. On est un petit peu en retard, hein, on est au tome 14 et tout ça, donc là nous on est encore dans l'idée de la course-poursuite. Même si ça y est, c'est fini plus ou moins l'arc de l'orphelinat, on va vraiment passer à autre chose maintenant avec ce tome-là. Et on passe maintenant avec la découverte du nouveau monde et de l'organisation qui essaie de combattre les monstres qui ont atterri sur Terre. Mais voilà, ça poursuit son genre, c'est vraiment toujours avec le petit côté psychologique à la Death Note, je trouve, qui est vachement bien trouvé et qui permet... bon, après, si on regarde en profondeur, on voit des gamins de 12 ans quand même réfléchir et avoir beaucoup plus de réflexion et tout, donc ça pourrait paraître absurde, mais c'est ça qui est génial dans ce récit, c'est que on ne ressent pas toute cette absurdité, toutes ces incohérences, toutes ces choses fabuleuses que peuvent faire des gamins de 12 ans. Moi j'ai l'impression qu'à 12 ans j'étais un petit peu subtil encore, donc voilà, eux, les voir trouver des tactiques de guerre, bon, ça me choque un petit peu, mais c'est ça qui est bien, c'est que ce récit colmate un petit peu avec toute cette ambiance complètement absurde, et réussit à le rendre crédible. C'est ce qui fait la grande force du récit, et c'est ce qui fait aussi que justement c'est une des plus grosses ventes du Shonen Jump à l'heure actuelle, qui hélas va se terminer un petit peu plus tôt, puisque bon l'œuvre n'est pas fait pour durer, et c'est bien que l'auteur s'arrête justement à ce qu'il avait prévu, mais on sent que voilà, que justement il y a une séparation entre le scénario et le dessin qui fait qu'on puisse justement mieux appuyer et travailler le scénario et faire en sorte justement de pas se perdre en chemin comme la plupart des récits du Shonen Jump, avec le fait qu'ils alourdissent leur récit avec un chapitre par semaine, qu'ils sont obligés d'agrandir dans l'histoire. Enfin voilà, c'est Promise Neverland, ça reste quand même, surtout vu la catastrophe de la plupart des titres du Jump,
une des grosses bonnes œuvres actuelles du Shonen Jump qui est un petit peu en train de crever actuellement. Seven Deadly Sins, tome 31. Bon, on continue encore une fois. Oui, je sais, en ce moment, il y a eu chapitre avec la révélation pardon, de la vraie forme de Mélodias et tout ça qui a choqué les gens et que tout le monde trouve ça ridicule et tout. J'ai l'impression qu'on aime bien haïr cette œuvre, et un petit peu pour rien, parce que bon, voilà, l'œuvre continue de se tenir. Alors oui, ok, question graphisme, la forme de Mélodias a été tellement teasée que tout le monde se tendait à quelque chose de fabuleux, mais c'est pas obligé qu'elle soit en fait fabuleuse. Je pense qu'il y a eu, et c'est ça qui, je pense, fait que en fait les haters adorent cette série en vrai et ne la détestent pas, parce que j'ai l'impression que justement ils s'attendent tellement à quelque chose d'énorme et tout ça. Qu'ils ont une suite correcte, tout ça, et qui plaît, mais ils s'attendaient à tellement mieux. Mais c'est la preuve à quel point cette série donne beaucoup d'espoir dans son récit, et là, divisera justement par ses résultats, parce que voilà, entre ce qu'on espère et ce qu'on a souvent, des fois ça peut choquer, ça peut vexer, et pourtant, voilà, je suis le premier à reconnaître que une déception parce que j'ai pensé à autre chose, ça ne veut pas dire pour autant que la chose est nulle. Je pense par exemple à H2G2, voilà, que j'avais lu le bouquin avant de voir le film, et que j'avais adoré le bouquin. Dans ma tête, je visionnais les scènes tellement que c'était bien écrit et très très drôle, que quand j'ai vu le film, voilà, c'était pas aussi fun et amusant que je l'avais imaginé dans la tête, et qu'il y a eu une déception. Or, le film est pourtant très réussi. Moi, en tout cas, je l'adore beaucoup, le film. Voilà, avec le recul et tout ça, on a chacun notre propre imaginaire, et je pense que Seven Deadly Sins donne beaucoup envie d'imaginer la suite, en tout cas donne beaucoup d'envie et d'espoir, qui fait que il fait rêver des gens, cette série, donc c'est bien la preuve là aussi d'une certaine réussite. Elle fait rêver, et hélas, donc va décevoir les gens qui voyaient des choses en grand. Or, pour l'instant, pour moi, le scénario se tient avec quand même des scènes d'action toujours magnifiques, et c'est pour moi le plus important. Dragon Ball Super, tome 6. Je l'ai même pas fait exprès de le mettre à l'envers, vous croyez que c'était un style et tout ça. Bon, j'aurais dû pas le dire, comme ça vous aurez cru que c'était une blague, que j'ai rajouté méta et tout ça. Non, c'est pas les gars. Non, mais moi je suis obligé d'en parler, Dragon Ball Super Top 6, parce que j'ai acheté. Voilà, bon, alors il y a l'arc de survie de l'univers. Cet arc qui a été... comment dire, voilà, regardez les reviews du chef Otaku, je continue de l'acheter, en plus ce manga, tellement je suis une biche à Dragon Ball, quoi. Dragon Ball c'est la vie, que Dragon Ball c'est le pouvoir, mais putain, qu'est-ce que c'est dur des fois d'être fan d'un truc. Là, entre Dragon Ball Super Broly, que j'ai vraiment pas trop été emballé, et là, donc quoique là, en ce moment, les derniers scans de Dragon Ball Super, avec le nouvel arc et tout ça, pour l'instant, sont pas dégueux. Voilà, je vais pas dire que c'est bien ou génial, ou que c'est très mauvais et très pourri. Pour l'instant, ça se tient. Tout va bien. Il y a des trucs qui me choquent un petit peu, mais c'est pas non plus excessif. Bon, il y a toujours cette idée que les personnages secondaires maintenant ne servent plus à rien, et que t'as juste Goku et Broly, et Vegeta, qui sert à quelque chose. Mais voilà, et donc là, l'arc de l'univers, là, Toyotaro, il était concrètement très fatigué, et ça se ressent. En tout cas, il devait se dépêcher. Ouais. Bon, et là, c'est mon téléphone qui a sonné pendant la vidéo, donc il y aura une sorte de petite micro-coupure. Je m'en excuse un petit peu, mais voilà, Dragon Ball Super tome 6... c'est pas le meilleur des tomes, je vous préviens. Il y a vraiment beaucoup de mangas, vous allez voir, la vidéo va durer vraiment très longtemps. Il faut comprendre que j'ai acheté beaucoup. Et comme j'ai aidé mon libraire aujourd'hui à réparer son ordinateur pour qu'il puisse se passer à des ventes et des caisses, voilà, ça nous permet... Et il m'a fait 10% de remise, donc j'étais content. Bon, en fait, 10% de remise sur 130 €, c'est juste 17 € en moins, mais bon... J'aurais aimé qu'il m'offre la Tsume figurine de Goku et Nappa. Mais bon, on peut demander tout ce qu'on veut. Allez, Inomaru Sumo, tome 14. Voilà. Là aussi, ça reste quand même un Neketsu sportif qui est sympathique.
Bon, on part dans les clichés, tout ça, mais les combats sont pas excessivement longs, contrairement à IQ par exemple. Donc c'est rarement très ennuyant, c'est pas mal, et ça passe le temps. Donc moi je vous recommande en tant que shonen sportif, en tout cas ça continue à bien marcher à peu près au Japon. En tout cas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est très intéressant, très sympa. Si vous voulez apprendre le sumo et apprendre le style et on va dire l'art du sumo, puisque en fait, par exemple, le fait qu'on jette des pierres, les différents grades et tout ça, ça reste très instructif tout en étant très divertissant. Donc, ça vaut le coup. Alors, Mad in Heaven, tome 1. Alors, j'avais acheté le tome 2. Et enfin, j'ai acheté le tome 1 parce que, bon, bah voilà, le tome 2, je l'ai jamais lu au final. Puisque je voulais pas me teaser l'histoire. Donc, Mad in Heaven, ça raconte l'histoire d'un gars qui est puceau et qui va donc devoir apprendre le sexe pour faire un manga Ichi. C'est légèrement Mosé, enfin c'est vite fait hein, non plus, mais ça permet de créer des histoires, de créer propos. Le style est assez shoujo. Ah bah voilà, je tombe sur la seule scène qui est un petit peu. Hein, bon, je l'ai fait tomber tout à l'heure et je le refais tomber là. Saloperie de catalogue de merde qui se met au beau milieu. Les gars, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Mais je pense que ça reste une bonne lecture. Il faut juste que je teste. Donc on verra, peut-être que j'en ferai un, ces mangas méconnus, on ne sait jamais. Ah ça aussi, ça fait partie des mangas, je crois que je vous avais présenté, que j'avais acheté, parce que les 2 premiers tomes étaient en promotion, je crois que le deuxième était gratuit, était offert, et j'avais acheté les 2 premiers tomes, et je sais pas pourquoi, hein, parce que j'avais bien aimé le manga, mais j'ai jamais acheté la suite. Donc je me suis dit, bon bah, on y va. On y va, je le note cette fois-ci, je vais pas l'oublier, c'est comme Young Blood Jack aussi, le tome 6 je voulais l'acheter, bon il l'avait pas mon auteur de manga, mon magasin de manga, mon vendeur de manga, mais voilà, Aijin ça fait partie des beaux mangas que je vous recommande, qui a pas mal de succès en plus, il y a même eu un film live, et qui valent véritablement le coup, ça reste très très prenant, et ça me rappelle un petit peu dans le style, si vous connaissez, Arms ou les débuts de Psyren. Voilà, donc c'est des choses que je vous recommande. Donc c'est l'histoire de gens qui ont été manipulés et qui se retrouvent donc avec des pouvoirs et ils vont combattre l'armée qui les a changés, un petit peu style Akira et tout ça. Enfin bon, voilà, les précurseurs qui ont modifié et agi sur le mouvement en proposant quand même une certaine originalité avec un personnage qui a fait beaucoup de bruit et qui plaît beaucoup, un petit peu à la manière d'Isoka. Donc c'est à lire. En parlant des mangas que j'étais en train d'attendre, que je vous ai teasé, que j'avais acheté les tomes et que je n'ai jamais lu, puisque j'avais des tomes en trou, c'est Warden's Harem, donc j'avais acheté le tome 1, 2 et 4, et donc il manquait le tome 3. Et voilà le tome 3. Et enfin je vais pouvoir lire ce putain de tome 4, parce que enfin je vais pas pouvoir lire la suite sans me faire teaser. Hein, le truc sans me faire spoiler l'histoire. Donc Warden's Harem, c'est du ecchi assez marrant et on voit plusieurs types de personnages qui se retrouvent à être un des rares hommes et qui se retrouvent avec un harem à lui tout seul pour repeupler la planète, puisque les hommes sont tous morts à part 4 ou 5 personnes et chacun va réagir différemment face à ça. Il y en a un qui voudra pas parce qu'il veut coucher juste avec la femme qu'il aime, d'autres qui veulent en profiter un max. Voilà, ça permet de voir différentes situations avec un petit côté ecchi pour le bonheur des yeux masculins, voilà, mais ça reste pas non plus du porno hentai, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, si ça se trouve, vous aimez ça et vous aurez préféré avoir ça. Mais bon, en attendant, moi je vous propose Food Wars, tome 28. Donc un manga culinaire qui dure souvent plus de 20 tomes, ça tourne un petit peu en rond. C'est un petit peu le cas. Bon, après, ça reste toujours marrant, voilà. Mais ça se dégringole énormément au Japon, hein. C'est vraiment souvent dans le dernier de la longue liste des mangas, parce qu'il faut savoir que dans le Shonen Jump, comme dans tous les magazines de manga, vous avez un système de notes. Vous dites quels sont les 3 mangas que vous aimez le plus et tout ça, et ensuite ils font une moyenne et ils mettent en première position le manga qui a été le mieux noté, et en dernier celui qui a été le plus mal noté.
Bon, c'est souvent ça de manière générale, mais il y a bien entendu des exceptions, comme par exemple un manga qui propose des pages couleurs, bah, ils vont le proposer en premier malgré sa note. Mais Food Wars, concrètement, là actuellement, il est souvent dans les 3 dernières places sur les 18 à 20 séries qui sont publiées dans le Shonen Jump. Donc c'est très très mal parti pour que ça continue et c'est compréhensif puisque ça devient un petit peu plus absurde. Voilà, Yakitate Japan avait suivi ce mouvement, mais je trouve que c'était beaucoup plus drôle et beaucoup plus réussi dans Yakitate Japan. Mais au bout d'une vingtaine de tomes, il commençait à partir un petit peu dans tous les sens et dans le porte-nawak total. Et là, ça commence à le faire, et sauf que là, c'est dans un univers réaliste, donc ça passe moins bien. Voilà, à vous de voir si ça vaut le coup. Terraformast, tome 22. Bon bah ça y est, enfin l'auteur reprend enfin du galon et continue sa série avec toujours le même style, c'est-à-dire présenter des animaux, des espèces et tout ça, et en parler via sa force, son caractère et tout, pour ensuite voir les renversements et tout ça. Le combat entre les cafards et les humains se fait maintenant sur Terre, donc c'est assez et c'est assez politisé toujours, bien entendu. Enfin voilà, il y a de tout et on suit l'histoire. Bien entendu, dans sa continuité et dans sa complexité. Je vous avoue que des fois j'ai vraiment du mal à retenir certains persos, mais c'est vachement bien écrit quand même. C'est la date des Titans, la seconde partie, si vous comprenez ce que je voulais dire. Mais voilà, avec des cafards à la place de Titans. Donc ça vaut le coup. Voilà. Prison Lab, tome 4. Donc là, on est en fait dans le manga du style l'expérimentation de Stanford, où justement donc des gens sont enfermés et ont le droit de faire ce qu'ils veulent, donc ils peuvent torturer des gens et tout ça. On leur laisse libre cours de choisir. Et donc on voit à quel point ils pètent un câble et décident de se lancer dans le truc. Et donc là, en plus, il y aura encore plus... c'est un survival game encore dans le même style, mais cette fois-ci, donc avec... justement, cette idée de si on donne le pouvoir sans les responsabilités. C'était l'expérience avec justement la torture en Amérique ou Stanford. Ça exploite véritablement cette philosophie, cette mentalité qui fait que il a sa petite originalité. Voilà, même s'il reste quand même plus putassier, contrairement à Battle Game in 5 Seconds, ça reste quand même dans l'idée de King's Game et tout ça, mais avec un fond un petit peu plus intelligent. Donc c'est ça qui me plaît dans ce manga, qui fait que je veux le lire jusqu'au bout, sachant qu'il a que 8 tomes, et qui fait que je ne le critiquerai pas, parce que ça reste une bonne lecture, à contrario de Survival Game, qui sont un petit peu trop putassiers. Lui, il a un fond au moins. C'est pas énorme, mais ça reste beaucoup plus que la plupart des séries du même style. Starving Anonymous, tome 3. Donc là, en fait, déjà à la fin du tome 2, on était parti sur quelque chose qui allait être beaucoup plus loufoque. Donc ça ressemblait beaucoup à du Promise Neverland dans l'idée, avec ce côté survival game là aussi, et de monstres qui bouffent des humains, avec donc la hiérarchie... spéciste, j'ai envie de dire. Voilà, on parle de spécisme dans la lecture manga. La hiérarchie animale, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et avec le fait que cette fois-ci, donc, les humains ne seraient plus au sommet de la chaîne alimentaire, mais au second, voilà, comme The Promised Neverland. Mais là, cette fois-ci, on part avec un petit mélange, un style à la Hajin, ou Arms, ou Siren, ou Akira, où on voit en fait que les humains, il y a quelques humains qui ont été modifiés, et qui donc vont profiter de ça pour combattre ces monstres et tout. Ça me rappelle un petit peu aussi, c'était Kuju, dans le même style, qui donnait cette idée-là, mais là, pour l'instant, ça reste encore plus psychologique, avec des tactiques, que pour l'instant du simple combat en one-to-one à celui qui sera le plus fort et qui voudra le plus survivre pour l'instant. Donc ça reste encore persuasif et très intéressant, même si ça part un petit peu maintenant dans le surhomme, le surhumain modifié par d'autres humains. Donc à voir là aussi.
Oui, bien entendu, parce que c'est très très bien. D'ailleurs, j'hésite à en faire un C'est mon gars méconnu, là aussi. Enfin voilà, je vous le recommande. Et enfin, voilà, je sais, cette vidéo a été super longue, surtout pour moi en plus. À force d'avoir parlé toute l'après-midi et ce soir avec cette vidéo, je vous avoue, je commence à avoir un petit peu plus de voix. Voilà. Donc, il y a Diver tome 1. Diver tome 1. Alors, pour lutter contre la nouvelle criminalité liée aux gangs nationaux comme étrangers, la police a fini par créer des drivers, des enquêteurs de bureau, qui vont combattre la mafia et qui sont surpuissants et tout ça. Enfin voilà, je sais plus pourquoi je l'avais acheté, mais je trouvais ça intéressant au début. Ah si, il a aussi des prix, on dirait. De lutte contre les Balkans, promulgué en 1980. Non, c'est l'histoire, donc rien à voir. Mais je pense qu'en le lisant, je pourrais vous en dire un petit peu plus. Je pense que je vous en dirai un petit peu plus le mois prochain. Mais ça semblait être un bon manga d'action et tout. Ah oui, dans le milieu mafieux, en fait, c'est ça qui... Oui, je me souviens pourquoi j'avais décidé de l'acheter. On m'a dit... En fait, c'est vraiment un très très bon manga pour connaître le milieu Yakuza au Japon. Et j'ai lu beaucoup de livres sur les Yakuza. Je pense à La mémoire d'un Yakuza, justement, qui est un excellent bouquin si vous ne l'avez pas acheté. C'est un bouquin, ça par contre, il y a des textes, il n'y a pas de dessin dessus, je vous préviens, qui est une biographie par le psy d'un Yakuza qui a été un de ses clients et qui raconte son histoire. Et lui, il l'a reporté en bouquin. Et c'était vachement très intéressant. Ça vous permettait de comprendre la hiérarchie et la psychologie et la philosophie des Yakuza. Et c'est pour ça que j'ai acheté Diver, justement, pour me dire, tiens, est-ce que je peux en apprendre un petit peu plus avec ce manga? Donc, à vous de voir, mais voilà, il y a sûrement des explications sur le sujet, par exemple, couper les doigts et tout ça, la question d'honneur et tout. C'est des trucs qui me plaisent beaucoup, parce que voilà, au-delà du fait que ce sont des mafieux, hein, faut pas se leurrer, hein, ce sont quand même parfois souvent des ordures, il y a quand même le côté honneur dans ce côté mafieux qui rend ces Yakuza, on va dire, leurs règles, qui fait que je trouve que leur hiérarchie et leur histoire et leur manière d'être et de penser est intéressante à suivre. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de films d'ailleurs de Yakuza au Japon. C'est, je pense, entre autres avec Takeshi Kitano, je pense que c'est parce que justement ces personnes-là sont assez complexes en fait, malgré que certains sont des teubés totales. Il y a une certaine complexité dans la mentalité Yakuza et dans leur philosophie et dans leurs actes qui font qu'ils sont intéressants à suivre et permettent de créer des belles histoires, en tout cas cinématographiques et peut-être manga. Voilà, nous allons voir en tout cas si ce manga vaut véritablement le coup. Voilà, comme vous avez pu constater, c'était énormément d'achats, je vous assure. J'ai acheté beaucoup de mangas, ça on va pas se cacher, mais je vous le dis tout de suite, ça va me permettre de bien tenir le mois de mars, qui est en plus très longué, contrairement au mois de février, et ça me permet de me faire plaisir, parce que j'ai vraiment acheté des séries que je tenais à cœur à essayer de redécouvrir. Je pense à Agin, par exemple, ça fait longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes, donc je m'en souviens plus du tout de l'histoire. Donc avant de lire le tome 3, je vais me les relire. Je pense à World of Harem, que j'avais arrêté depuis longtemps. Je pense à, encore une fois, Starming Anonymous ou Battle Game in 5 secondes, où j'ai 2 tomes d'un coup. Je pense à Driver, que je vais justement découvrir. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est là où je me fais véritablement plaisir. Bien entendu, j'ai oublié de vous parler du seul DVD que j'ai prévu d'acheter et qui est en précommande, donc je vais recevoir le jour J, et je suis content parce que mercredi, je vais aller le voir au cinéma, enfin le mercredi 6 mars, voilà, parce que vous, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais c'est Tamon Tide, le Blu-ray Collector, avec en plus un petit bonus, une petite vidéo avec Karim Debache de l'émission Chroma ou Cross, donc si vous le connaissez et que vous l'appréciez, sachez qu'il a fait une petite vidéo bonus pour parler de Tamon Tide. Il en avait parlé dans le cross de PSG à Hong Kong avec Jean-Claude Van Damme, justement, où il avait fait un petit papier. Et justement, donc, mercredi, je vais le voir avec l'équipe de Chroma et de Cross, avec Karim et tout ça, qui vont sûrement me dédicacer mon Blu-ray, ils ont intérêt, hein. Voilà, et je vous recommande vivement ce film, parce que Tamon Tide, c'est quand même le meilleur qu'a fait Tsuark.
Et ça vaut véritablement le coup. Au pire des cas, vous l'achetez pour Caroline des Bâches et vous découvrez le film et vous aurez une petite claque qui mérite le détour parce que le Blu-ray Collector semble être véritablement super bien travaillé avec beaucoup de documentaires inédits, des cartes postales, une petite affiche, si je m'en souviens bien, un petit magazine qui reproduit le petit numéro hors série d'un vieux magazine de l'époque. Voilà, ça va véritablement le coup pour cette édition collector d'acheter cette tuerie parce que ce film vaut le coup et en plus l'édition collector est soignée. Alors moi je vous dis, profitez bien du mois de mars, achetez, lisez, matez des films, faites-vous plaisir avec la pop culture et moi je vous dis au mois prochain.